La Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour La Fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. On parle de quoi dans le La Fresh Morning? Aujourd'hui c'est jeudi, on fait un peu d'histoire. Enfin, on va pas parler d'un événement historique en particulier, mais on va parler d'un ouvrage qui revient justement sur le passé d'un homme politique qui aura marqué ces 10 dernières années, enfin je dirais ces 15 dernières années. Il s'agit de Barack Obama. Très bien. Donc Barack Obama qui a sorti le premier tome de ses mémoires, qui le livre s'intitule Une terre promise. C'est sorti pour l'édition francophone aux éditions Fayard. Donc le livre est sorti simultanément dans 23 pays et dans plusieurs langues. Ça va aussi bien de l'anglais, le français, le danois, le finnois jusqu'au vietnamien. Alors, évidemment, ce livre est le troisième de Barack Obama, il ne faut pas l'oublier. Avant d'accéder à la Maison-Blanche en 2008, Barack Obama avait déjà écrit 2 livres. Un premier livre qui s'appelait Les rêves de mon père et le deuxième qui s'appelait L'audace d'espérer. Dans Les rêves de mon père, évidemment, il revenait sur son enfance aux États-Unis et dans L'audace d'espérer, il parlait évidemment de son début en politique et son parcours jusqu'à ses premiers succès électoraux, notamment dans l'Illinois où il aura été le premier noir à être élu sénateur d'abord de l'État de l'Illinois et puis le sénateur fédéral au sein du Sénat américain. Et puis donc ce livre qui est le troisième revient cette fois-ci sur son arrivée à la Maison-Blanche et sur son premier mandat en tant que 44e président des États-Unis d'Amérique. Alors, il faut savoir que ce livre-là, évidemment, les éditeurs, notamment l'éditeur américain, avait mis les petits plats dans les grands. Il faut savoir que 3 millions d'exemplaires dans la version qui était vendue pour le marché américain ont été imprimés. Eh bien, il faut savoir qu'étant donné la crise de la pandémie de la COVID-19, eh bien, les imprimeurs aux États-Unis n'étaient pas en mesure d'imprimer sur place 3 millions d'exemplaires de ce livre. Et donc, il a fallu appeler des imprimeurs à l'aide, notamment des imprimeurs européens. Et en Allemagne, 1 million de ce livre-là avait été imprimé et donc acheminé par voie maritime jusqu'aux États-Unis. Il faut savoir que ce livre aussi de Barack Obama succède à celui de son épouse, qui avait sorti en 2018 un livre dont Gina avait parlé, je crois. Le titre, c'est Devenir. Et donc, justement, dans ce livre-là, également, Michelle Obama se lançait dans l'exercice où elle racontait un peu son enfance. Et puis, elle parlait de son parcours aux côtés de celui qui était devenu le premier président noir des États-Unis d'Amérique et le quotidien un peu de ce qu'elle avait vécu en tant qu'épouse de président à la Maison-Blanche. Et elle racontait un peu cette atmosphère-là. Il faut savoir que lorsque les époux Obama ont quitté la Maison-Blanche, en 2017, ils avaient déjà signé un certain nombre de contrats avec des maisons d'édition et aussi des maisons de diffusion. Des maisons d'édition, par exemple, ils avaient signé évidemment la sortie d'un certain nombre d'ouvrages littéraires, dont le livre Devenir et évidemment, je crois, 2 ou 3 tomes relatant le passage de Barack Obama à la Maison-Blanche. Et les époux Obama avaient donc touché à peu près 50 millions d'euros, ça fait environ 23 milliards de francs CFA. Et donc, ils avaient touché cet argent-là comme avance, justement pour obtenir les droits d'auteur. Il faut aussi ne pas oublier que les époux Obama ont signé un accord avec Netflix pour sortir un documentaire concernant justement leur passage à la Maison-Blanche. Et les experts estiment que lorsque l'on regarde les royalties avec toutes les œuvres, évidemment, qui seront donc Devenir et puis les différents tomes de Barack Obama et éventuellement le documentaire sur Netflix et toutes les autres œuvres qui pourraient par la suite arriver être publiées par le couple Obama, cela représenterait à peu près 200 millions d'euros. Et donc, ce qui fait que, évidemment, les Barack Obama sont d'ores et déjà bien calés pour être à l'abri du besoin, même si à présent, ils ne sont pas pauvres. La fortune du couple Obama est estimée, selon certains experts, à 35 millions d'euros. Ça fait à peu près 40 milliards... à peu près 40 millions de dollars. Et donc, ils sont confortablement installés, quoi. Ça fait plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Et donc, c'est un couple qui est à l'abri du besoin. Et évidemment, ce livre-là va les conforter davantage. Mais ce qui est
particulièrement intéressant ici, c'est d'avoir dans les mémoires, c'est ça l'objectif, quand on lit les mémoires d'une personnalité importante, une personnalité qui aura marqué son époque, eh bien, on essaie d'avoir son point de vue par rapport à l'actualité qu'il a traversée, parce que d'habitude, eh bien, on lit les analystes d'autres personnes, soit ceux qui étaient à ses côtés, soit ceux qui parlaient en son nom, mais on n'a jamais le point de vue de la personne elle-même qui est au centre de l'action, au centre de l'événement. Et donc ici, il s'agissait donc de voir un peu le ressenti et le vécu de Barack Obama durant le début de sa première campagne, comme je le disais, première campagne dans l'État de l'Illinois. On y apprend par exemple que après avoir gagné le siège de sénateur au Sénat de l'Illinois, eh ben, Michelle Obama n'était pas particulièrement chaude pour que Barack Obama se présente pour le siège du Sénat maintenant national. Eh ben, Barack va, parce qu'évidemment, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'elle n'est pas très attirée par le monde de la politique, et surtout, une campagne politique aux États-Unis, ça coûte très cher. Et enfin, et puis derrière, il faut savoir que en termes de revenus, eh ben, les hommes politiques américains ne sont pas les mieux nantis. Et donc, elle était un peu sceptique dans la capacité de Barack à pouvoir évidemment mobiliser des fonds, forcément derrière avoir une grande carrière dans le monde politique. Mais Barack Obama aura su trouver les mots pour la convaincre en passant notamment un deal. Et ben, s'il échouait à cette élection pour le Sénat national, et ben, il arrêtait la politique et puis il devait se lancer dans le monde d'avocat d'affaires. Et donc, on connaît tout ce qui s'est passé par la suite. Il a remporté l'élection pour le Sénat national, et à partir de là, et ben, il va évidemment, il a explique que son choix de partir du Sénat national au Sénat, du Sénat de l'État d'Illinois au Sénat fédéral, par le fait qu'il avait constaté que la plupart des problèmes qui touchaient les Américains étaient sensiblement les mêmes, quels que soient les États. Et donc pour lui, pour pouvoir bouger les choses, eh ben, ce n'était pas en restant à Chicago, mais il fallait plutôt aller à Washington, qui était l'épicentre du monde politique américain, et que c'était à partir de là qu'il pouvait évidemment essayer d'influencer le monde et faire changer les choses. Et puis à partir de là, il va se rendre compte que, étant le seul sénateur noir à l'époque, eh ben, il va s'en servir comme un véritable tremplin, et on connaît tous la suite. Il va évidemment être cet homme-là qui va se faire reconnaître lors de l'élection présidentielle pour la réélection de George W. Bush, et c'est à partir de là que le public américain va découvrir ce sénateur noir-là de l'État de l'Illinois, et on connaît également toute l'histoire. Et ben, c'est là où il va décider de se lancer à son tour pour briguer le fauteuil de président des États-Unis d'Amérique. Donc ça, on l'apprend dans le livre, mais avec beaucoup plus de détails. Le livre, il faut savoir qu'il fait 848 pages dans la version francophone. Il fait à peu près 760 pages dans la version anglophone. Et donc, c'est un livre qui est assez intéressant. Donc, le livre s'achève, semble-t-il, donc à la fin, quasiment vers la dernière année de son premier mandat, notamment avec l'événement de l'assassinat d'Oussama Ben Laden. On y apprend notamment que Joe Biden, qui est l'actuel président élu des États-Unis, n'était pas particulièrement en accord avec Barack Obama lorsque celui-ci avait décidé d'envoyer un commando aller assassiner Oussama Ben Laden dans cette banlieue-là, non loin de la capitale du Pakistan, et parce qu'il estimait que l'opération avait trop d'incertitudes, et donc à ce titre-là, il était particulièrement dangereux d'envoyer des équipes de paracommando agir sur le terrain. Et donc, Barack Obama va raconter les raisons du choix de valider, d'ordonner cette opération-là. Et il va expliquer, par exemple, que avant de donner véritablement son feu vert, eh bien, il va d'abord s'isoler dans une pièce en regardant un match de basket. Donc pour lui, c'était un moyen de se déconnecter, de sortir un peu de la pression avant de revenir à affronter la réalité. Et puis dans cet ouvrage-là aussi, il dépeint de manière assez singulière les rapports qu'il avait avec ses homologues chefs d'État, qu'ils soient occidentaux et autres. Il y parle notamment de Nicolas Sarkozy, il parle d'Angela Merkel, il parle de Recep Tayyip Erdogan. Et donc, il décrit, et il parle aussi de Vladimir Poutine et de plein d'autres chefs d'État, il décrit un peu
le ressentiment qu'il avait, enfin l'impression que ces chefs d'État-là lui faisaient. Et ce qui est assez anecdotique, c'est lorsqu'il parle de Nicolas Sarkozy, par exemple, il le définit comme quelqu'un d'hyperactif, mais également extrêmement opportuniste, qui voulait toujours être là où il y a l'action pour pouvoir ensuite se donner le mérite d'avoir été celui qui a instigé, le mérite d'avoir celui qui était l'auteur du succès. Évidemment, si l'événement s'est terminé de manière glorieuse. Et donc, il parle aussi d'Angela Merkel, qui disait que c'est quelqu'un dont on avait du mal, par exemple, à véritablement capter les émotions sur le visage, mais c'est quelqu'un qui était particulièrement très intelligent. Il dit à peu près la même chose de Vladimir Poutine, en expliquant par ailleurs, par exemple, que Vladimir Poutine est une personnalité qui a l'habitude d'être entouré de courtisans, et donc même quand il était parfois en compagnie de d'autres chefs d'État, il pouvait parfois se comporter avec une certaine condescendance vis-à-vis de ses autres homologues. Donc, ce sont toutes ces anecdotes-là que l'on découvre sur Barack Obama, mais il faut savoir que dans ces mémoires-là, il n'y aura pas de révélation majeure, extraordinaire. Hein. Donc, si vous attendez un événement, si vous attendez une révélation extraordinaire, tonitruante sur la gestion de Barack Obama ou sur des échanges qu'il aurait eu avec des chefs d'État ou avec des responsables du renseignement de l'époque, vous n'aurez pas cela, mais vous aurez une description un peu plus, une description quand même détaillée de sa vie au quotidien, de la manière, de la pression que subit au quotidien le président de la plus grande démocratie du monde et comment est-ce que, évidemment, au quotidien, il organise sa vie tant familiale que professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui vaut quand même un peu le détour. D'accord, merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le brin d'histoire. On revenait donc sur de la littérature, c'est ça? Oui, sur la littérature. La littérature politique. Oui. On peut le dire comme ça. Restez connectés sur Urban FM, on repart en musique dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5. On va faire un big up spécial au grand Steve et à sa femme, bien sûr, sans oublier à Jenny. Et on leur souhaite nos condoléances pour la perte de leur mère. Restez connectés sur les 104.5, on vous dédie le son Dear Mama. Da Fresh Morning.